toile, il est faux dans la toile, il est faux dans la peinture, dans les pigments, dans tout. Ce qu'il faut se dire, c'est que les faussaires, ils sont très forts aussi. Hein. Ah, C'est-à-dire qu'ils arrivent aussi à améliorer leur technique de faux. Donc, bon, j'ai un exemple ici, c'est une des premières cartes américaines qui représentait les États-Unis. C'est une carte qui s'appelle la carte de Vinland. Et en fait, le faussaire qui avait réalisé cette fausse première carte des États-Unis avait utilisé un vieux manuscrit qu'il avait gratté. Et donc, si on avait daté le support, on a trouvé une date qui était compatible avec la date du... Et alors, il y avait quoi sur le parchemin? Il y avait des traces d'une peinture qui était inconnue à cette époque-là. Qu'on a du mal à détecter à l'œil aussi, mais bon, qui n'était pas inventé, hein, donc à l'époque supposé de ça. Premier axe de recherche, l'authentification. Deuxième axe de recherche, la restauration. Hein. Donc le laboratoire est une partie d'un plus grand centre qui s'appelle le Centre de recherche et de restauration des musées de France, hein, où il y a deux pôles. Un pôle qui étudie et analyse, le laboratoire de recherche, et un pôle qui restaure pour faire en sorte que les œuvres soient mieux lisibles, plus agréables à voir dans les musées. Et la dernière partie, c'est travailler dans l'histoire des techniques de l'art. Et est-ce qu'ici, il y a une technologie de recherche un peu star dans ce laboratoire? On va la voir tout de suite. Hein. La star du laboratoire, le fleuron du laboratoire, en fait, c'est un accélérateur de particules. C'est le seul endroit au monde où il y a un accélérateur de particules qui soit complètement dédié à l'analyse des œuvres d'art. Maria, qui donc, sont en train d'analyser des objets en or. Alors, nous travaillons actuellement sur l'or des tombes des princesses mongoles qui ont vécu à peu près au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc, ce qu'on essaie de voir, c'est à partir de l'analyse de la composition de l'or, de ces cercueils, si cet or a été fabriqué par les Mongols même ou par les Chinois. Donc s'il a voyagé. Voilà, s'il a voyagé. Parce que la décoration, typologiquement, elle est complètement chinoise. C'est-à-dire, sur le cercueil en bois, nous allons voir des bandelettes d'or qui se croisent et au milieu, vous avez des espèces de fleurs à 4 pétales. C'est une décoration comme les Chinois le font à cette époque-là. Et voilà, et ça, c'est les bandelettes. Allez-y. Allez-y. Oh, c'est vieux, hein? Chance que vous avez. Rendez compte? 2000 ans. Et alors, elles ont un paquet de siècles. Ah oui. Et elles sont là. Ah, oui. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on voit là sur l'écran? Alors, ce qu'on voit sur l'écran, c'est une petite bandelette comme celle que vous avez sur vos mains. Et nous sommes en train d'analyser cette bandelette avec un faisceau de protons que Joseph vous expliquera bien mieux que moi. Ça, c'est la petite plaquette d'or. Quand elle va arriver, le faisceau va arriver là, il va produire des rayons X. Quand vous allez chez le médecin faire une radio. Et ces rayons X, ils vont être caractéristiques de chaque élément qui est dans la feuille d'or. Et donc, on va pouvoir les identifier sur ce que vous voyez sur cet écran. Et donc, je vais pouvoir dire, dans cette feuille d'or, il y a de l'or, de l'argent, du cuivre, du palladium, de l'étain. Et selon ces éléments, le minerai est différent. Et alors là, c'est des plaques chinoises contemporaines, des feuilles que vous avez aux mains. Voilà, allez-y. Ah oui, vous avez le droit quand même. Et alors, on va comparer la composition. Donc, on va comparer ce que vous voyez là pour les feuilles mongoles avec ce qu'on va trouver sur les feuilles chinoises. Ça va être pareil ou pas. Et comment vous savez qu'elle est contemporaine, que celle-ci Parfois, il peut y avoir une petite erreur de chronologie, mais c'est rare parce que ce sont des objets qui sont trouvés enfouis. Donc, c'est ce qu'on appelle un contexte historique connu. Mais avant d'en arriver là, on est obligé de produire un faisceau de particules, le faisceau dont parlait Maria tout à l'heure. Et le faisceau, il est produit à l'aide d'un accélérateur de particules qui se trouve dans la salle à côté.
et qui lui-même est piloté par la console qui est juste devant vous. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Alors, vous avez devant vous Alors là, un petit accélérateur de particules. Alors, il ne vous paraît pas petit du tout, mais malgré tout, c'est un des plus petits accélérateurs qu'il y a au monde. Le plus grand, il a une circonférence de 30 km. Celui-ci n'a qu'une trentaine de mètres de long. Donc, c'est vraiment un accélérateur de poche. Oui, bien Mais sûr. pour ce qu'on cherche à faire, il est tout à fait suffisant. Et pourquoi l'avoir appelé Aglaé? Alors, on l'a appelé Aglaé, et ça veut dire accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire. Qu'est-ce qu'on accélère Alors, comme particule? Et qu'est-ce qu'on actuellement, appelle une particule alors? Aujourd'hui, on accélère des protons. C'est pour ça qu'on peut être dans la salle. Le proton, c'est qui? Alors, le proton, Dans la famille. Le proton, c'est un nucléon. Oui. Hein, vous avez des atomes. Les atomes sont constitués d'un noyau. Ce noyau est composé de nucléons. Il y a deux sortes de nucléons, les protons et les neutrons. Ce noyau, il est extrêmement dense et très petit. Et loin de ce noyau, il y a des électrons qui tournent. Les électrons sont des particules beaucoup plus petites et qui ont la charge opposée du proton. À l'image de l'univers. Un petit peu, ça ressemble un petit peu à un système planétaire. Pour vous dire combien c'est petit, dans un cheveu, il doit y en avoir à peu près 1 million. Vous pouvez mettre bout à bout 1 million d'atomes pour couvrir le diamètre d'un cheveu, si je ne me trompe pas. Les particules qu'on accélère aujourd'hui, en fait, elles proviennent de l'élément le plus simple qui existe dans l'univers, qui est l'hydrogène. Hein, l'hydrogène, son noyau, c'est un proton, avec un seul électron qui tourne autour comme un fou. Donc en fait, on a de l'hydrogène qui est stocké dans une bouteille là-bas. Cet hydrogène, on le maltraite un petit peu pour lui arracher son électron. Et dès qu'on lui arrache son électron, le proton, il est tout nu. Et on l'extrait de la bouteille, on l'injecte dans la machine qui est là. Quand vous faites du ski, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au sommet d'une montagne et après, vous vous laissez simplement, vous récupérez l'énergie que le tire-fesse vous a donnée en vous remontant, vous la récupérez en vitesse en descendant. Et bien ici, on fait un petit peu la même chose. À l'intérieur de cette cuve, vous avez une montagne. Mais c'est une montagne électrique. Parce que, électriquement, on est capable de fabriquer des montagnes très élevées. Et la hauteur de ces montagnes se mesure en volts. D'accord? Alors là-dedans, aujourd'hui, on a créé une montagne, elle n'est pas visible, mais elle existe réellement, une montagne de 1,5 million de volts de haut. Et en fait, les particules qui viennent de la source, on les fait simplement glisser le long de la pente électrique de cette montagne qui s'appelle un champ électrique. C'est un champ extrêmement intense et les particules, en glissant le long de cette pente, vont acquérir une vitesse vertigineuse, typiquement de l'ordre de 50 000 km par seconde. À peine elles sont produites là qu'elles arrivent sur la cible. Et il y en a typiquement de l'ordre de 100 milliards par seconde qui passent dans les tuyaux. Mais qu'est-ce que ça permet d'analyser concrètement? Imaginez que vous ayez 1 million d'atomes d'or et caché là-dedans un atome de cuivre. Aglaé est capable de le voir, de l'entendre. De l'entendre, je veux dire que les détecteurs qui sont installés au bout sont capables de voir cet unique individu caché parmi 1 million d'atomes d'or. Donc on l'utilise principalement pour sa grande sensibilité. On l'utilise pour l'analyse des traces. Ce qui est fantastique ici, c'est que le faisceau, il sort dans l'air. On est les seuls pratiquement au monde à extraire le faisceau dans l'air. Hein. En fait, la zone d'expérience se termine par une immense chambre qui elle-même est sous vide. Mais vous comprenez, les objets d'art, souvent de par leur taille ou de par leur fragilité, on ne peut pas les mettre sous vide. Hein, si on les mettait sous vide, si par exemple vous avez une statue, une sculpture en bois avec de la polychromie, que vous pompez dessus, vous savez ce qui se passe. La peinture, elle tombe. D'accord? Donc, on ne peut pas faire des analyses dans le vide ici. Alors, on a simplement développé cette ligne et on extrait le faisceau. On fabrique d'abord un micro-faisceau et ensuite, au dernier moment, on l'extrait dans l'air à travers une fine fenêtre. Et c'est là qu'il rencontre les échantillons d'or de Maria qui sont montés sur cette boîte. Et on va laisser passer le faisceau
Alors, vous voyez, là, il n'y a rien. Pas de zinc. Vous voyez Ah. C'est le trait violet que l'on voyait tout à l'heure sur l'écran. Voilà, voilà. Voilà. Vous voyez Donc on va voir Sandrine qui va nous parler comment on fabrique des coupes de peinture. Et comment on va faire les études de polychromie. Donc là, je vais vous demander de vous approcher. Je vais vous montrer, on a la chance aujourd'hui d'avoir une œuvre donc, qui vient du département des antiquités grecques et romaines du musée du Louvre. Donc c'est une œuvre en terre cuite. Elle est là pour justement connaître la technique de la polychromie, c'est-à-dire la mise en couleur. Et en fin de compte, on avait une question essentielle, c'était donc l'origine de ce bleu, puisqu'on trouvait qu'au niveau de la couleur, c'était un petit peu étonnant. Et à quoi ça va vous servir de trouver les couleurs? C'est pour compléter ou modifier si ça s'abîme? Alors, ça va nous permettre effectivement de savoir comment les restaurer quand ça s'abîme, mais également de savoir si c'est une œuvre originale. Et dans ce cas-là, si le bleu a été refait au 19e siècle, un exemple, ou au contraire, si ce bleu était tout à fait réalisé au moment de sa conception. Bon, dans ce cas-là, on sait que c'est un pigment qui est le premier pigment synthétique, un bleu égyptien, et qui donc date... Le premier pigment synthétique. Oui, tout à fait. Fabriqué au départ par les Égyptiens, d'où son surnom. Avec Avec un mélange de calcium, cuivre, silicium, cuit. Ils avaient déjà trouvé ça. Ils avaient trouvé ça. C'était le pigment qui a été utilisé dans la Méditerranée pendant toute l'Antiquité. Toute la peinture Donc romaine, de 2000 ans avant c'est Jésus-Christ jusqu'à 500 ans après Jésus-Christ, Et- c'était le pigment bleu. Le bleu, oui. tous les bleus que vous allez voir, Pompéi. Et après, ça disparaît. Après, ça disparaît complètement. On va avoir des azurites, des lapis lazuli, d'autres matériaux. C'est une des choses les plus précieuses qu'il y ait à mon avis, Du au laboratoire. C'est vraiment la mémoire des prélèvements. Et tout est conservé ici. Donc, vous voyez qu'ici, on a une première couche rouge qui fait environ 40 microns. Et au-dessus, donc c'est une couche qui visuellement va être bleue. Je vais vous montrer ensuite l'œuvre sur laquelle on a prélevé. Et qui, en fin de compte, on voit bien ici que c'est un mélange de pigments bleus, C'est un chaos. très gros, et de blanc. Ah ouais? Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce matériau, donc le smalt, ces gros grains bleus, se révèle être aussi un pigment synthétique. Donc on a fabriqué et dont on connaît pareil la date d'usage, donc très D'accord. précise. Et vous voyez qu'en aspect de surface, c'est une œuvre qui a l'air donc à la fois très sale, avec beaucoup de fragments, pas très belle on va dire sur la couleur, alors que réellement quand on commence à l'étudier, on a des gros aplats de couleurs et cette œuvre serait très jolie une fois restaurée. Et comment on peut restaurer? Alors ça, c'est pas notre partie, ça ce sont les restaurateurs. Oui, il faut nettoyer. Il faut Voilà. faire quoi? Mais avant de nettoyer, il faut déjà savoir ce qu'il y a en dessous. Exactement. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. Donc on va voir Martine et Nicolas, qui sont des chimistes archéologues, tous les deux. Donc ils travaillent sur les résidus alimentaires et les choses qui adhèrent sur les céramiques. Donc effectivement, Le ici, on essaie de faire parler des résidus qui ne parlent pas beaucoup par eux-mêmes, qui ne ressemblent pas à grand-chose. C'est des résidus qu'on trouve au fond des céramiques qui peuvent témoigner soit de ce qu'ont mangé les populations préhistoriques ou des populations plus récentes. Et vous voyez que c'est des petits encroûtements carbonisés qui ont longtemps intrigué les archéologues et qu'on arrive à faire parler avec la chimie. Alors celui-là est très intéressant, il a un peu plus de 2000 ans et il y a un tissu, donc c'est un adhésif qui a conservé un tissu, qui est un tissu de laine,
dont on ne sait pas encore bien la fonction. Et donc on essaie de savoir ce que sont ces matériaux, à quoi ils ont servi, comment ils ont été transformés par l'homme et quel niveau technique les différentes populations avaient atteint sur la gestion de ces ressources organiques. Mais pour ça, vous faites des expériences sur les objets-là? Vous faites quoi pour découvrir? Oui, on fait des analyses, en fait. Donc en fait... Ah oui, je dis. et oui, on est obligé de sortir là. Parce que sur un morceau qui fait combien un demi-gramme? Ah, on travaille, là on a beaucoup de matière, Là, vous mais en c'est avez vrai que beaucoup, sur ouais. ces petits points-là, on arrive à travailler sur une tête d'épingle. Donc on va prélever à part le résidu noir et puis un tesson. Donc ici, c'est ce que on est en train de Un faire. tesson, pourquoi? Parce qu'il est imprégné. Oui, la matière organique a un peu A diffusé. diffusé dedans D'accord. et est restée piégée dans les pores. Moulin à café, hein. Voilà. Et on obtient une poudre très fine. Ah oui. Efficace. Donc Ouais. là, On a d'autres substances chimiques qu'on appelle des solvants, qu'on va mettre sur la poudre et en général, on obtient la matière organique qui se dissout en partie, hein, c'est jamais total, et on obtient des tubes de coloration différentes. Et c'est cette solution qu'on va analyser. Et à partir de ça, on va comparer les données à ce qu'on obtient sur des substances actuelles, que vous voyez ici, de la cire d'abeille, de l'écorce de bouleau, des résines de conifères, on a aussi des huiles, on a du vin. Donc avec ça, on identifie le matériau et on arrive à savoir s'il a été chauffé, s'il est mélangé à autre chose, comment il a été transformé, et donc on remonte au niveau technique en fait de maîtrise de la transformation et de la gestion et de l'acquisition de ces matériaux par les populations préhistoriques ou antiques ou plus récentes. Très fort. Hein. On est loin de la grotte. Quand même, là, on est loin de la grotte. Hein. Ah ouais, c'est passionnant. On peut entrer? Parce qu'en fait... On va voir le studio Bon, photo. venez les enfants. Alors, bel endroit. Hein. Mais c'est pas un Nicolas Lancret comme tableau par hasard? Exactement, c'est un tableau donc, de Nicolas me disais Lancret, aussi. qui est un peintre, on va dire, fin 17e, début 18e siècle. Et après, elle rougit, Sego. Je dis, tu rentres, tu dis, c'est un Nicolas Lancret, mon Dieu. Et d'où vient cette culture, Sego? C'est un tableau qui va partir en restauration, qui est un peu en mauvais état, on voit le vernis qui est un petit peu passé, qui est devenu tout mat. Et donc, nous, on va faire des photographies pour mettre en évidence, en fait, l'état du tableau avant la restauration. Avant, on va lui faire subir plein d'éclairages différents qui vont mettre en évidence les techniques du peintre, la structure de l'œuvre, son relief, ce qu'il y a à l'intérieur de la couche picturale, enfin tout ce qu'on peut essayer de mettre en évidence au maximum. En fait, c'est le vernis qui est encrassé. Et donc, on va nettoyer le vernis, on va décrasser le vernis pour faire réapparaître l'œuvre. Et on va retrouver toutes les couleurs de l'œuvre, des roses, là, il y a des rouges sûrement qui sont beaucoup plus intenses que ça. Oui, c'est vrai. Des bleus, là, qu'on va retrouver. Et puis après, on va aller s'intéresser un petit peu à ce qui se passe à l'intérieur et on va faire de la photographie dans l'infrarouge. Et là, on va aller voir si, par exemple, il y a du dessin sous-jacent, c'est-à-dire que si le peintre a dessiné avant de peindre. J'ai un exemple là, par exemple. C'est un petit tableau qui s'appelle Yucca Gloriosa. Voilà. Et on voit à l'infrarouge apparaître une chaise, là, dans la pelouse, vous voyez? Mais ces photos, elles peuvent être aussi destinées, par exemple, à la vente, ou elles sont juste destinées pour faire des recherches? Bon, c'est vraiment un dossier scientifique, de photographie scientifique qu'on va faire. Oh, ça me plaît. Et alors, qu'est-ce qu'on voit dans le tableau? Les UV, ça va nous servir à voir les zones qui ont été reprises au-dessus du vernis. En fait, ce qu'on voit, c'est que
Cette couche un peu jaune laiteuse, c'est le vernis en fait. C'est le vernis qui fluoresce. D'accord. Et on voit apparaître au-dessus de ce vernis qui fluoresce des zones un peu plus noires. Ici, 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 ici. En fait, c'est partout où il y a eu une petite restauration. Voilà. Donc en fait, les UV, ça sert essentiellement à ça, à voir s'il y a eu une intervention au-dessus du vernis. Radio qu'on va faire sur les œuvres, c'est exactement la même chose que quand vous allez passer une radio des poumons, des mains à l'hôpital. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avec la radio, on va voir toute l'architecture de l'œuvre. Le principe, c'est que c'est des rayons X qui vont être projetés comme ça sur l'œuvre. Derrière, on va mettre un film qui est sensible. Et le rayon X va traverser, projeter son image sur le film qui est derrière. Ça sert à faire un diagnostic de l'état de l'œuvre. Là, par exemple, sur celui-là, on voit très bien la grosse... Ouais, réparation. On voit que la toile est différente. On voit ici, ça c'est des manques, en fait, de couches picturales. Est-ce que ça peut révéler des choses étranges? Ben oui, par exemple, une double composition. Picasso, par exemple, qui a eu un jour l'idée d'aller chercher un tableau dans les réserves d'un musée parce qu'il n'avait pas de toile pour peindre, et quand on l'a passé ici, on s'est aperçu qu'il avait peint sur un tableau qui avait étrangement disparu d'une réserve. Il avait piqué, oui. Voilà. Donc vous ne pouvez pas tout voir. On ne voit pas tout. C'est pour ça que c'est important, toutes les techniques qu'on va utiliser, mises bout à bout, c'est comme une enquête policière ici. Wow. Chaque chose va amener